tout vous expliquer. Je suis avec Tanguy Berthemé. Bonjour Tanguy. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va faire le point sur ce conflit au Soudan qui réapparaît dans l'actualité avec cette carte qu'on va expliquer à nos internautes. On voit sur cette carte, il y a du jaune, il y a du rouge. Est-ce qu'on peut expliquer déjà quelles sont les forces en présence? Alors, c'est assez simple. La partie rouge est la partie gouvernementale, c'est celle Mhm, qui est aux mains de l'armée soudanaise mhm, et du gouvernement officiel soudanais, qui siège désormais tout en haut à Port-Soudan, mhm, puisque Khartoum a été en partie détruite par la guerre civile, mhm, tandis que la partie jaune est la partie qui est sous le contrôle des rebelles, donc des Rapid Support Forces, qui sont un mouvement essentiellement arabe, en opposition et en rébellion contre le gouvernement officiel, le gouvernement de Port-Soudan. mhm, Et les quelques postes que vous voyez de ci, de là sont soit des postes disputés, mhm, soit des postes qui échappent aux deux. mhm. Et dans lesquels aussi il y a les humanitaires peuvent travailler aussi dans certaines de ces zones. Alors, les humanitaires travaillent dans toutes les zones Mhm, où c'est possible de travailler mhm, sans qu'il y ait des combats trop dangereux qui les empêchent de travailler, hein. mhm, Le rôle des humains, la ligne rouge du militaire, c'est toujours la même. Ils restent tant qu'ils peuvent travailler sans se mettre en danger et qu'ils peuvent effectivement faire leur travail. Donc oui, les humanitaires travaillent un peu partout parce qu'ils travaillent aussi dans d'autres villes du Darfour. mhm. Alors, le Darfour, pour expliquer, c'est la partie, que vous voyez, à l'ouest, À l'ouest. ce carré, enfin ce rectangle. Mmh. Comment on en est arrivé là pour avoir un pays, séparé, en 2 comme ça? Alors, on en est arrivé là à force de décennies, Mmh mh. de mauvaise gouvernance, Mmh. de décennies d'abandon, de décennies de politiques, qui sont des politiques très marquées par un ethnicisme, un communautarisme. Mmh. Et on en est emmené là, et puis si on va plus loin aussi par, un monde qui évolue et qui n'est parfois pas pris en compte par les acteurs. Mmh. Alors pour vous montrer, c'est qu'il y a aujourd'hui 2 hommes forts qui se disputent, le pouvoir. Heu, Avant au Soudan, il y avait, un homme, El-Béchir, Oui. qui, a été renversé. Heu Alors oui, si on en remonte à El-Béchir, donc mmh El-Béchir a gouverné le Soudan pendant une trentaine d'années et a été renversé en 2019. mh. Il est renversé à la faveur d'un mouvement populaire, qui est, entre guillemets, «accompagné» par l'armée et Mmh. donc par celui qui est l'actuel chef de l'État, Mohamed Al-Bourhan et un certain nombre de gens qui sont avec lui, y compris celui qui va être le futur chef, de la rébellion, Dame Daglo, dit Hemeti. Mmh. Dans un premier temps, cette révolution, civile, encore une fois, débouche effectivement sur un gouvernement en partie civil. Mmh. Donc le 1er ministre est un civil qui est entouré par l'armée et puis, les luttes de pouvoir et surtout le moment où l'armée doit totalement se retirer du pouvoir, puisque Béchir était un gouvernement militaire. Mmh. Béchir lui-même était un ancien militaire. Mmh. Ça ne va pas bien se passer comme c'était à peu près prévu, hein, et donc à ce moment-là, l'armée fait un coup d'État en 2021 et reprend le pouvoir. Mmh. Et on en arrive dans une deuxième phase où effectivement il y a une cohabitation entre plusieurs acteurs et le fait que éventuellement un seul acteur prenne totalement le pouvoir, en l'occurrence le général Bourhan, Mmh. provoque des distensions dans l'armée et une explosion entre, à ce moment-là, la milice, qui est une milice, hein, des Mmh. Rapid Support Forces, forces de soutien rapide, les Mmh. RSF, et l'armée soudanaise. Mmh. Et donc, Ça explose voilà. dans Khartoum Mmh. en 2023. Mmh. On s'attend, enfin un certain nombre de gens s'attendent à ce que ce soit relativement rapide. Or, pas du tout. Rapide dans quel sens? C'est-à-dire? Que le conflit ne dure pas, Mmh. hein. Or, ça dure. Les RSF s'emparent d'une grosse partie de Khartoum, Mmh. heu, et d'une partie de la ville sœur de Khartoum que vous voyez à côté, qui est Omdurman. Mmh. Et puis voilà, et puis ils vont descendre vers le Darfour, qui sont leur zone privilégiée de départ. Mmh. Et le conflit va s'enquister. Alors aujourd'hui, le Port-Soudan, enfin l'armée soudanaise a repris une partie du terrain perdu, notamment elle a repris l'intégralité de la capitale, puis un Mmh. certain nombre de villes du sud. Heu, mais voilà, on voit se dessiner une ligne de fracture, Mmh. dont on parlera plus tard, je pense. Oui, alors, pour parler d'abord d'El Fasher, puisque Mmh mh. c'est pour ça qu'on en a énormément parlé,
C'est une grande ville, elle était Mmh. encore, aux mains du gouvernement et elle est tombée récemment. Voilà. El Fasher est tombé fin octobre, Mmh. après, des 17 mois, si je me souviens bien, de Mmh. siège. El Fasher, c'était la dernière place forte gouvernementale, Mmh. du Darfour, qui était tenue non pas vraiment par l'armée gouvernementale, mais par des milices alliées au gouvernement D'accord. et essentiellement des milices d'une ethnie particulière qui s'appelle les Ahrawa, Mmh. qui sont des milices, qui sont des noirs, heu et qui, tiennent le Darfour depuis très longtemps et notamment 2 groupes, un en particulier qui est dirigé par un homme qui s'appelait Mini Minawe et qui était le gouverneur du Darfour Mmh. et qui lui remonte à la première guerre, D'accord. au Darfour, au tournant des années 2000. Et du coup, les forces, des FSR ont réussi à récupérer. Les forts ont réussi à le faire a réussi à prendre la ville d'El Fasher, Mmh. et comme parce que alors il a avec beaucoup de moyens, hein, Mmh. des bombardements, des drones, c'est une vraie guerre, hein, Mmh. ça a été très lourd, y compris, les immenses zones de camps de réfugiés, parce qu'il y a des camps de réfugiés énormes à El Fasher qui dataient de la première guerre du Soudan pour une première partie et d'autres qui dataient de la prise des différentes villes, donc des autres 2 autres grandes villes du Darfour, Niala et El Geneina, Mmh. où les gens avaient fui et qui a donné lieu à des massacres de masse. Mmh. Alors, on ne sait pas exactement les tenants et les aboutissants, mais il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Oui. Certaines sont fausses, c'est vrai, soit parce qu'elles datent d'avant, soit elles datent d'ailleurs, soit c'est carrément de l'IA, mais beaucoup sont vraies. Mmh. Donc il y a des massacres de masse et c'est des massacres qui ont un gros substrat tribal et ethnique, hein. Mmh. C'est pas, j'ai lu beaucoup des massacres indiscriminés, c'est pas si indiscriminé que ça. C'est C'est même assez visé, c'est hein. c'est du nettoyage ethnique? C'est du nettoyage ethnique, Mmh. totalement. Et l'une des raisons, à mon sens, ça je m'avance tout seul, pour lesquelles, ce qui est très étonnant, il y ait autant de vidéos mises Mmh. en ligne, hein, parce que ce sont les tueurs qui les mettent eux-mêmes en ligne, Mmh. ce qui est assez rare, on ne se vante pas généralement de ce genre de boulot. C'est précisément pour ça. Mmh. C'est pour faire peur, c'est pour inciter les gens à partir. Si vous ne partez pas, regardez ce qui vous arrive. Et le massacre qui a eu lieu à l'hôpital, on Mmh. parle de 400 morts, Mmh. Tout c'est un ça. hôpital avec tous les Tous les soignants, tous les soignants, tous les patients. patients, tout le monde. Mmh. Mmh. On ratisse tout le monde. Mmh. C'est précisément pour dire ça. Et c'était ce qui s'était passé déjà à El Geneina, hein. Mmh. Alors, on voit sur cette carte maintenant que, toute la partie, qu'il y a vraiment une ligne de front, Mmh. finalement avec, El Fasher qui est tombé. Je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, Ouais, quand même? l'île de front, on peut pas vraiment le dire parce que, on est sur des zones d'abord immenses, Oui. on est sur des zones très désertiques et les 2 voilà, les forces en présence sont quand même pas, très importantes. Donc Mmh. on est sur une ligne, voilà, une ligne plutôt de fracture où les uns et les autres viennent Mmh. et rentrent dans les zones, mais on peut pas parler de ligne de front proprement parler. Mmh. Est-ce que justement ce conflit va maintenant prendre, en force finalement sur cette ville qui est au milieu qui s'appelle, El Obeid? Bah, beaucoup de gens pensent qu'effectivement l'objectif suivant, Mmh. s de pourrait, pour les RSF être à l'Obeid. Mmh. Avec, un combat plus lourd sans doute parce que les capacités de l'armée, soudanaise, à alimenter en armes et en munitions Al Obeid sont supérieures parce que la symbolique d'une chute d'Al Obeid, serait supérieure. Mais, c'est pas aussi certain que ça. Aujourd'hui, d'abord les troupes, des uns et des autres sont quand même assez fatiguées. Mmh. L'intérêt, d'Al Obeid n'est pas aussi et puis il y a voilà la pression extérieure qui commence sans doute à se faire sentir sur les uns et sur les autres. La pression internationale, alors avant de parler de la pression diplomatique, j'aimerais qu'on parle, parce que vous avez parlé des moyens, que chaque armée a. Est-ce que ces moyens, elles les obtiennent par, des autres pays qui soutiennent les belligérants? Ah ça, quand il y a des munitions en général, c'est qu'elles viennent de quelque part. Oui évidemment, il y a alors il y a du côté alors aucun des 2 Mmh. ne bénéficie officiellement D'accord. de soutien pour la bonne raison que normalement il y a un embargo sur les armes au Soudan. Mmh. Mais la réalité est toute différente. Alors du côté de Port-Soudan, on sait que, des armes arrivent notamment, de l'Égypte, Mmh. hein. Bon, l'Égypte s'en cache pas beaucoup, mais bon, elle ne le dit pas, mais elle s'en cache pas beaucoup. Elle soutient le gouvernement soudanais. Des armes arrivent sans doute aussi de Russie. Alors directement ou pas directement. Elles arrivent de Libye. Mais là aussi, est-ce qu'elles peuvent venir de Russie parce que la Libye ne produit pas d'armes? Mmh. Et puis bon, il y a des achats qui sont faits sans doute par des acteurs qui permettent notamment et il y a notamment de quoi alimenter un certain nombre d'usines de munitions et cetera, côté, gouvernemental.
Côté RSF, côté Hemeti, il y a un acteur énorme, Mmh. qui est les Émirats arabes unis, Mmh. qui nie absolument et totalement toute implication, Mmh. mais dont beaucoup d'observateurs, hein, diplomates, journalistes, disent qu'ils alimentent le conflit via le Tchad D'accord. et en masse. Mmh. Alors Mais pour ils nient. D'accord. Mais alors pour quelle raison, ces acteurs extérieurs, viennent ici? Est-ce que on parle Alors souvent des ressources naturelles dans certains pays, est-ce que là, c'est le cas? alors il y a les ressources naturelles, Mmh. l'or en particulier, une ressource auquel on ne pense pas souvent parce que pour nous, c'est pas évident, mais l'agriculture, Mmh. hein, c'est un très grand pays agricole. Beaucoup de terres ont été achetées notamment par des Émiratis, par des pays, du Golfe. Enfin, Mmh. donc pour nous, c'est pas évident, mais oui, il y a beaucoup de terres. Mais la vraie signification, c'est, le Soudan, c'est un creuset, des problèmes du monde arabe et qui se projettent dedans. D'accord. Il y a beaucoup de tensions autour de ça, il y a toujours eu beaucoup de tensions et notamment autour de l'islamisme. Mmh. Si on se souvient bien, il y a bien longtemps, Ben Laden était réfugié à Khartoum. D'accord. Bon après il en a été chassé, mais ça a toujours été et il y a un combat autour de ça en particulier. L'une des raisons probables de l'implication des Émirats arabes unis, c'est précisément de combattre effectivement, les réseaux islamistes, qui voient eux, et notamment des frères musulmans, qui Mmh. sont leurs grands ennemis. Mmh. Il faut voir ça et si on voit, ça, Khartoum de son côté, le régime Béchir était très clairement un régime islamiste, hein. Il Mmh. avait hérité d'un régime franchement islamiste, mais lui était très allié avec des islamistes et le nouveau président, heu, lui n'est pas connu comme un islamiste, il l'est plutôt pas. Mais à l'occasion du conflit, Heu, il s'est passé que l'armée soudanaise n'est pas une armée d'infanterie. Ils n'ont Mmh. pas d'infanterie, hein. Mmh. C'est une armée d'affairistes. Ils contrôlent les entreprises, ils ont de l'aviation et voilà. La première guerre du Darfour, ils l'ont faite comme ça. Et là, bah, il a fallu se battre au sol, donc ils n'ont pas eu tellement d'autres solutions que de se rapprocher des milices islamistes, Mmh. qu'ils ont engrossé en masse, ce qui a provoqué un retour des islamistes au pouvoir. Et on a vu ces dernières années un certain nombre de militaires, y compris des hauts gradés, qui sont connus pour leur position islamiste, grandir au sein de l'appareil sécuritaire soudanais. Mmh. Donc, Effectivement. Alors, vous aviez parlé aussi de la pression extérieure qu'il pourrait y avoir maintenant. Est-ce que diplomatiquement, les choses pourraient se régler, quand on voit ce qui s'est passé? alors, tout dépend de ce qu'on appelle se régler. Heu, le conflit du Darfour dure depuis, avec sous différentes Oui, on acceptions, plus de 20-25 ans, hein. mmh mh. Et avant, il y en avait d'autres. Donc, Mmh. se régler totalement, on peut en douter. En revanche, qu'on obtienne un cessez-le-feu, que les Américains obtiennent quelque chose de cet ordre-là, c'est pas totalement impossible. Il y a eu une première ronde de négociations en octobre à Washington, Mmh. qui ont échoué. Là, il y en a un deuxième qui s'est ouvert, au Caire, Mmh. avec un quartet, hein, qui est composé donc des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et des États-Unis, Mmh. qui entendent obtenir un cessez-le-feu. Heu, alors si on va là-dedans, le problème est que ces 4 acteurs, on l'a bien vu avant, n'ont pas forcément, la même vision des Oui, choses. les mêmes intérêts. Et d'autres acteurs qui ne sont pas dans le quartet, mais qui sont périphériques, Mmh. je pense notamment à la Turquie qui a un rôle potentiellement très important à jouer, est aussi, impliqué dedans, indirectement, mais impliqué dedans. Et tous ces gens-là ont des visions différentes, non seulement au Soudan, mais dans l'ensemble du Moyen-Orient, et c'est peut-être ça qui va se jouer, si vous voulez. La Turquie peut peut-être jouer un rôle, mais les Américains entendront qu'elle joue un autre rôle à Gaza. Mmh. Les Saoudiens peuvent jouer un rôle, mais là aussi, on va voilà. Donc beaucoup de choses vont se discuter autour de ce cessez-le-feu. C'est Mmh. pas un simple cessez-le-feu, Autour de cette question-là, autour de cette question-là. c'est Chaque acteur va vouloir, apporter sa pierre et chaque acteur a, un certain nombre de cartes à jouer. Alors le gouvernement soudanais, la carte principale qu'il a à jouer, c'est El-Fasher, mmh. hein, qui a profondément choqué beaucoup de gens et qui ont poussé, notamment tous les réseaux, chrétiens, américains, Mmh. évangélistes, qui poussent Donald Trump à la négociation parce qu'ils voient, totalement à tort, Mmh. heu, ce qui se passe à El Fasher, des massacres de musulmans contre des chrétiens. Mmh. Pas de chrétiens, Mmh. au Darfour,
il n'y a que des musulmans, Mmh. mais ils sont restés dans le schéma de la guerre civile contre le Sud-Soudan, Mmh. et donc ils continuent à appliquer ça. Il y a pas de mais ça compte pour les Américains. C'est un conflit qui est devenu une sorte de voilà, voilà, de kyste qui les poursuit, si vous Mmh. voulez. Ils ont besoin de négocier ça. Donc Trump a ça. Mais dans le même temps, comme je vous l'ai dit, le Port-Soudan est quand même assez proche des milices islamistes, Mmh. et leurs le principaux alliés qui sont le Soudan, qui sont les États-Unis et l'Égypte, hein, Mmh. Sisi n'est pas non plus un ami des islamistes. Mmh. Donc ils ont tous voilà, des différends, et en même temps ils peuvent s'entendre sur un certain nombre de points. C'est très compliqué. Effectivement, on a compris, ils ont intérêt à négocier. On a beaucoup parlé, depuis le début de ce live sur, ce qui ça fait écho, ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui s'est passé il y a plus de 20 ans, Mhm. et qui avait fait à l'époque la une de l'actualité aussi, d'un peu dans les mêmes proportions, voire beaucoup plus. Ah bah, l'écho est évident, Mmh. hein, les acteurs sont les mêmes. Si on prend Emeti, Mmh. Emeti, alors dans la première guerre, ce qui avait pas les forces de soutien rapide n'existaient pas, puisqu'elles ont été fondées qu'en 2013 par Khartoum, hein, faut Mmh. quand même pas l'oublier, par le gouvernement soudanais. Mais il était à ce moment-là un adjoint du chef de la rébellion de l'époque, qui s'appelait Moussa Elal, et de ce qu'on appelait les Janjaweed, les Mmh. cavaliers de l'enfer, Mmh. qui ont ravagé le Darfour de la même manière. Mmh. Donc il y a une lignée absolument directe. Alors effectivement, après, ils n'ont pas les mêmes moyens, hein. Avant, c'était cheval et kalachnikov. Aujourd'hui, on a avion, voiture, etc., etc. Drone. Mais les cibles sont les mêmes, Mmh. et le substrat de guerre ethnique est les mêmes. D'accord. On l'aura bien compris. Merci beaucoup, Tanguy Je vous en prie. Berthelier, en tout cas, de nous avoir expliqué, ce conflit. Merci beaucoup à vous internautes du Figaro d'avoir été nombreux à nous suivre. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner pour ne rater aucune de nos futures vidéos, et vous pouvez retrouver tous les articles de Tanguy sur le site du Figaro. Je vous souhaite une très bonne journée.